Bienvenue dans cette ultime session de ce matin, avant notre pause déjeuner. Alors, le sujet de cet atelier qu'on a voulu un peu plus dynamique et plus tourné vers le cas pratique, c'est IA, fantasme ou réalité. Maintenant, passons à la réalité. Est-ce que l'IA a des cas d'application dans la pharma ou pour les acteurs de la santé aujourd'hui? J'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième année Quantmetry, qui est une société spécialisée en data science et santé, et d'autres domaines d'ailleurs, avec Karl Neuberger qui est partenaire chez Quantmetry, et Raphaël Vinet qui est Data Society chez Quantmetry, directeur de marché. Voilà. Bienvenue messieurs, et je vous laisse donc présenter ces cas pratiques d'usage qui sont tout à fait intéressants pour notre audition. Merci beaucoup Franck. Merci. On est ravis d'être avec vous pour cette deuxième année. Cette année, on a voulu mettre l'accent sur des exemples très concrets qu'on a pu développer avec nos partenaires, avec nos clients, et vous montrer un petit peu le potentiel de l'intelligence artificielle appliquée à la santé et à la pharma. Donc pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de nous connaître, on est une société qui s'appelle Quantmetry. On fête nos 10 ans cette année. On est un peu plus de 120 collaborateurs. On est pure player de l'intelligence artificielle. Et comme tu l'as dit, on a une grosse activité dans le secteur de la santé, où on accompagne à la fois nos clients qui sont des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi des industriels qui développent des medtech, qui sont des industriels du dispositif médical, ou encore des établissements de santé ou des acteurs publics. À la fois, on va dire, sur des sujets très amont, plutôt de la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer profit des data, de l'intelligence artificielle, pour développer de nouvelles activités ou des nouvelles applications au service des patients. Et aussi, plus concrètement, sur la réalisation de modèles d'intelligence artificielle, d'algorithmes, qui est notre cœur de métier historique. Et on met aussi à profit l'expertise qu'on a dans tous les secteurs pour créer finalement une synergie et créer aussi, partager finalement cette connaissance, et notamment dans le secteur de la santé. Alors on va vous parler de 3 sujets juste après. Peut-être en introduction, à rappeler que les cas d'usage de l'intelligence artificielle dans la santé sont nombreux. On les utilise beaucoup d'abord pour aider à faire du clustering de patients, aider à segmenter des populations dans le cadre d'études cliniques par exemple. On va voir qu'on a aussi des usages qui sont dédiés à la définition de nouveaux biomarqueurs. On va vous montrer un exemple très concret là-dessus. On peut travailler aussi sur la détection anticipée, sur de la prévention. Mais il faut savoir que les applications de l'IA dans la pharma ne se limitent pas à la partie R&D. On trouve aussi de plus en plus d'applications qui se développent dans d'autres parties du secteur pharma, qui peuvent être le marketing bien sûr, avec des sujets autour de la Salesforce Effectiveness, dans la finance avec des sujets autour de l'optimisation des prévisions financières, qui sont quelques exemples d'illustration de l'IA. Et donc aujourd'hui, on a souhaité vous partager 3 cas d'usage que Raphaël va vous présenter juste après. Le premier cas d'usage, c'est un exemple qu'on a développé avec Amgen, qui est un projet qui s'appelle Haken, et en partenariat avec le CHU de Toulouse, qui traite de la thématique du myélome multiple. Et justement, on a travaillé là-dessus à identifier des sous-populations de patients qui répondaient mieux à certaines séquences thérapeutiques en se basant sur l'analyse de données en vie réelle. Vous allez voir que c'est un exemple vraiment très intéressant. Un deuxième sujet qui s'appelle Onconium, qui est un partenariat historique qu'on a avec le CHU de Strasbourg, qui est dans le monde du cancer du sein, où là on a mis en application des techniques de structuration du langage, de structuration du texte, pour exploiter des milliers de données, qui étaient des données dormantes finalement, au sein des hôpitaux, et les rendre intelligibles pour des études cliniques. Et enfin, un dernier sujet qui s'appelle Inerve, qui est aussi un très beau projet. Là, on est dans le monde de l'analyse d'images, qui est développé en partenariat avec le CHU de Bicêtre et le Health Data Hub pour le domaine des neuropathies, et être capable de pouvoir automatiser très rapidement le diagnostic des neuropathies à travers l'analyse d'images de scanners 3D et la détection de fibres nerveuses. Donc c'est un exemple très avancé d'utilisation de l'IA, et on va vous présenter tout ça dans un instant avec Raphaël. Bon, merci Karl pour cette introduction. Je vais vous présenter donc les 3 cas d'usage. On va essayer de respecter le timing et de rester sur une dizaine de minutes par cas d'usage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. On regardera ça à chaque fin de section pour prendre peut-être une question. Donc je vais commencer par le projet Haken, dont Karl a parlé. Donc projet qu'on a réalisé avec Amgen et puis le CHU de Toulouse dans le cadre du myélome multiple. Donc une hématologie
maligne qui est assez importante, et on a travaillé sur l'exploitation des données d'analyse cytogénétique. Tout est parti en fait d'un objectif d'exploiter une base de données qui existait au CHU de Toulouse, la base Myelomatool, avec une idée de pouvoir optimiser les séquences de traitement, enfin d'analyser les séquences des traitements et les corrélations qu'il peut y avoir avec les courbes de survie notamment. Et donc, les objectifs, c'était vraiment de faire de l'exploration et puis de la prédiction de l'effet du traitement et de sa toxicité, des séquences de traitement qui sont efficaces, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, mais aussi de bien travailler cette clusterisation dont on parlait à l'instant pour essayer de voir comment les prédictions évoluent en fonction des sous-populations. La problématique qu'on a eue et qu'on a eue rapidement finalement, c'est que la base de données qu'on a utilisée est très pointue, très structurée, mais incomplète sur un certain nombre de données. Donc on verra un petit peu dans les slides les conséquences que ça a eu et les opportunités de poursuivre ce projet. Quelques informations quand même sur les caractéristiques qu'on a manipulées dans cette base. Donc c'est quand même une base avec une cohorte de 13 000 patients, un peu plus de 13 000 patients, donc un volume déjà très intéressant et qui a été initié 10 ans auparavant. Donc des informations sur les dates de rechute, les dates de traitement, les types de traitement, bien évidemment. Vous avez en dessous 2 graphes qui montrent les séquences de traitement qui ont été appliquées en première ligne. Et puis un ensemble de paramètres et de critères médicaux sur des variables soit catégorielles, soit des variables continues, pour pouvoir donc faire ces analyses statistiques dont on va vous parler. Quelques challenge, avant de parler des challenges, quelques infos sur l'approche technologique qu'on a appliquée. Donc on a travaillé évidemment avec la communauté médicale et scientifique. L'objectif était de comprendre le potentiel de ces données. Donc on a travaillé vraiment sur cette base de données, sur ce qu'elle contenait, pour pouvoir derrière développer des algorithmes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails et de toute façon je ne serai pas capable de vous donner tous ces détails, mais des algorithmes qui vont permettre de faire ces corrélations statistiques, de temps en temps même de pouvoir compenser des données manquantes. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes pour pouvoir compléter la base de données et puis évidemment de traiter, d'identifier des inférences entre différents paramètres. Les résultats, c'est déjà un accès à de la donnée de vie réelle en respectant la méthode MR004, mais donc derrière, c'est pouvoir faire ces analyses de courbes de survie. On a produit, je dirais, une quarantaine de courbes de survie et d'analyses suivant différents critères, par exemple l'éligibilité à une greffe. Et on a identifié comme ça des sous-groupes et derrière, vous avez aussi des schémas sur ces exemples de courbes de survie et puis de sous-groupes pour pouvoir identifier les séquences de traitement qui étaient les plus favorables. Voilà, je ne rentrerai pas dans trop de détails, mais on a permis quand même dans les résultats, on a permis à la communauté médicale de comprendre par exemple que des traitements récents appliqués en première séquence, en première molécule, avaient plus de probabilité, donnaient plus de probabilité de survie pour le patient. Donc des premiers résultats encourageants. On a eu quand même quelques challenges clés à résoudre. Le premier challenge, c'est évidemment en termes de ressources. Ce sont des projets en général assez longs qui nécessitent une étape de pure data science également significative. Alors, je crois qu'on a fait 4 mois sur ce projet. Et puis l'intervention forcément de sachants médicaux pour savoir ce qu'on pouvait rechercher, ce qu'on avait comme données à disposition et d'arriver à marier un peu ces compétences médicales et scientifiques pour extraire les corrélations dont on avait besoin. On avait donc un deuxième challenge qui était sur la complétude des données, puisque, comme je l'ai expliqué, beaucoup de données manquantes. C'est assez courant, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais des diagnostics ne sont pas toujours systématiques ou des informations qui étaient manuscrites, pas forcément numérisées. Et donc, il y a un vrai enjeu dans ces projets à compléter les bases de données et on verra tout à l'heure peut-être à croiser avec d'autres sources. Et puis le troisième challenge, c'est une certaine complexité sémantique et pouvoir interpréter les résultats. Et donc c'est là où on a besoin de coupler des connaissances de data scientist avec des connaissances médicales. D'ailleurs, Raphaël, cette question d'adaptation du corps médical, finalement, des médecins à ce monde de la data science, on sait que c'est une des thématiques qu'on aura tout à l'heure avec Stéphanie Alassonnière, mais comment vous l'avez vécu, vous ?
C'est une très bonne question. Là, l'intérêt de ce projet-là, c'est qu'on a été associé à une dizaine de key opinion leaders, donc voilà, des chefs de service ou des experts du myélome, qui ont été finalement très régulièrement sollicités à mesure qu'on avançait dans ce projet-là, pour que nous, on partage finalement les résultats de nos études, des statistiques finalement qu'on était capable de fournir, et qu'il y ait une discussion finalement avec le corps médical pour challenger ces résultats et être capable de pouvoir nous donner aussi des orientations. Pouvoir corriger les modèles statistiques. De corriger ou de faire évoluer les modèles, effectivement. Et surtout, voilà, pour nous qui sommes des statisticiens, des data scientists, c'est extrêmement important d'avoir un alter ego médical pour déjà comprendre la sémantique, comprendre le vocabulaire et travailler vraiment main dans la main finalement sur ce genre de projet-là. Et pour nous, c'est vraiment un prérequis pour qu'un projet finalement d'analyse d'IA soit un succès dans le monde de la santé. C'est qu'il faut à la fois des data scientists, mais aussi des médecins référents qui travaillent avec nous pour qu'on ait vraiment un résultat de qualité et qu'on soit aussi capable de le publier derrière scientifiquement pour vraiment faire avancer la recherche. Voilà, et donc en termes de résultats, j'en ai un petit peu parlé. Les principaux résultats qu'on a obtenus, c'est une meilleure compréhension des délais de rechute et des courbes de survie en fonction des séquences de traitement qui avaient été suivies, encore une fois en première, deuxième ou troisième ligne, et puis en fonction par exemple de l'éligibilité à une greffe. On a donc identifié cette meilleure efficacité dont je parlais tout à l'heure de traitements récents reçus en première ligne, fonction aussi de la période d'inclusion des patients. Ce que je voudrais aussi dire sur ce projet, c'est qu'on ne s'arrête pas là, il y a des opportunités vraiment encore devant nous de compléter ces travaux. Et d'ailleurs, alors c'est le hasard un peu du calendrier, mais ça tombe très bien. Avant-hier, il y a eu un communiqué de presse autour de l'appel à projet de l'INCa, l'Institut national du cancer, et de la création d'une association filière intelligence artificielle et cancer, qui vise à développer des projets de ce type-là. Et justement, dans l'association, il y a un certain nombre d'industriels, dont Amgen. Et donc, ça va nous permettre, avec Amgen, de poursuivre ces travaux et de continuer à explorer les données grâce aussi à l'enrichissement de la base, puisqu'on aura l'occasion, a priori, de croiser avec des données du registre des hémopathies malignes, qui est une source d'information très puissante et qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et de croiser également avec des données du SNDS sur la cohorte cancer. Donc voilà, des belles perspectives pour compléter les travaux et aller encore plus loin dans la compréhension de l'identification de facteurs prédictifs de ce myélome multiple. Voilà pour le premier cas d'usage. On voulait présenter... Peut-être une question dans votre activité santé. Oui. Comment les pharma, finalement, de plus en plus vous sollicitent? Vous avez des équipes data science dans les laboratoires qui vous contactent pour ces projets-là, pour enrichir les données, faire des collaborations avec des établissements. Comment vous le voyez dans vos tendances d'activité? C'est quelque chose qui a vraiment accéléré de ces temps-ci? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sujets qui tournent autour de l'acculturation, autour de l'IA. Donc, c'est-à-dire que, dans notre expérience, le monde pharma est encore au début de l'appropriation de ces sujets data et IA, et donc il y a une première étape qui est déjà se former, comprendre, et donc on va former des collaborateurs, soit sur des sujets très techniques, mais aussi parfois même des directions générales, pour essayer de comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle, comment on peut l'utiliser, comment on peut construire une feuille de route autour de l'IA ou de la data. Donc ça, on a beaucoup de sujets de cette nature en ce moment. Et après, effectivement, pour les pharma qui sont les plus avancés, on a des équipes, mais c'est souvent plutôt des équipes médicales qui viennent nous voir parce qu'ils ont une problématique médicale dont ils savent qu'ils veulent répondre avec de la donnée, et ils viennent nous voir pour qu'on construise ensemble des partenariats avec des hôpitaux, par exemple, pour justement valoriser ce genre de données, comme on vient de le voir dans cet exemple-là. Des équipes RWE, souvent sont les équipes, Real World Evidence qui viennent nous voir, et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on avance, avec aussi quand même une tendance de fond pour une accélération de l'accès finalement à ces bases de données en vie réelle, comme on vient de le voir dans cet exemple, mais qui commence à généraliser dans d'autres exemples qu'on verra juste après. Donc, deuxième cas d'usage, le projet Onconum, qu'on a fait en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, le CHU de Strasbourg, autour du cancer du sein. Karl, je te laisse faire l'introduction, tu connais bien le sujet. Bien sûr, peut-être qu'on peut passer juste à la slide d'après. Simplement, effectivement, c'est un de nos projets historiques d'application de l'IA dans le monde de la santé, puisqu'on a démarré en 2015. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde autour de la table faisait de l'IA déjà en 2015, mais en tout cas, on était déjà pionniers à l'époque sur la valorisation de ce type de data. Et
l'idée, c'était vraiment au départ de se dire qu'il y a une mine d'or, une mine d'informations qui sont disponibles, qui étaient disponibles au sein des hôpitaux de l'Université de Strasbourg, en particulier dans l'équipe de scénologie, qui n'avaient jamais été exploitées parce que c'était des données non structurées. Donc typiquement des données de texte, de compte rendu de réunions de concertation pluridisciplinaire, de lettres de sortie, etc., qui relèvent avec des informations extrêmement fines, extrêmement détaillées, et dont on n'avait pas encore finalement les outils pour structurer ces données-là et les rendre exploitables et avoir tout de suite accès à une base de données, en l'occurrence de 20 000 patientes suivies sur 30 ans, avec des résultats extrêmement forts et du coup que nos interlocuteurs souhaitaient valoriser grâce à l'utilisation de l'IA. Et donc depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, on a développé un outil technologique qu'on a appelé Onconium qui nous permet de structurer finalement ces données textuelles et les croiser aussi avec d'autres données structurées pour répondre à des questions médicales que se posent les chefs de service, les médecins au sein du CHU Strasbourg. Et donc typiquement, on s'est intéressé à différentes études dont on détaillera les résultats juste après, mais par exemple à l'impact du cancer du sein chez les femmes présentant du diabète. On s'est intéressé aussi au cancer du sein chez les femmes âgées, donc après l'arrêt du dépistage organisé, est-ce que ça avait plus d'impact ou pas? On s'est intéressé aussi à quantifier finalement l'intérêt du dépistage organisé, donc en comparant des populations de femmes issues du dépistage organisé ou non issues du dépistage organisé. Et puis on a aussi évalué un certain nombre d'autres marqueurs tumoraux qu'on verra après, ou certains types de cancers. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé de façon quotidienne et continue par les équipes médicales. Et on est persuadé que ce type d'études-là est vraiment l'avenir, en tout cas une tendance forte d'application de l'IA, dont finalement des industriels pharma ou d'autres industriels de la santé pourraient avoir recours. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc, Karl l'a dit, on a une cohorte de 20 000 patientes avec plus de 100 000 documents. Donc c'est vraiment une source très très riche, mais encore une fois désorganisée et non structurée. On a une grosse vingtaine d'années d'historique de données et on a une dizaine de types de documents différents. Donc ça peut paraître assez simple dit comme ça, des documents Word, des documents Excel, des comptes rendus opératoires, des comptes rendus de sortie d'hospitalisation, les fameux comptes rendus des réunions de concertation pluridisciplinaire, mais on a aussi tout un tas d'autres données. Et donc, il y a eu un gros travail initial d'exploration, de compréhension de ces données, là encore avec les sachants médicaux, pour pouvoir identifier ces données, pouvoir aussi commencer à faire des recoupements et derrière imaginer la structuration de la base de données qui allait être le socle technologique de toutes les études que la communauté médicale allait pouvoir réaliser derrière. Et donc, cette solution qu'on a développée, donc c'est finalement un pipeline de traitement de la donnée avec deux grandes étapes. Il y a 3 parties et 2 étapes de traitement au milieu. On part des données non structurées, donc les documents dont j'ai parlé. On fait d'abord une partie plutôt de text mining et d'NLP, je vais préciser, Natural Language Processing, donc des analyses sémantiques du texte, et encore une fois sur des supports qui peuvent être très très variés, très différents. Donc il y a un vrai travail de compréhension des contenus et de définition de règles d'extraction et de règles d'analyse NLP pour pouvoir identifier les bonnes données et les réinscrire dans une base de données structurée cette fois, qui est une base Elasticsearch qu'on a utilisée, et tout ça indexé par patiente pour se reconstituer cette base. Et puis derrière, la deuxième grande étape de traitement, c'est évidemment des analyses de corrélation, des analyses statistiques. Donc là aussi, on a mis en place un certain nombre d'algorithmes de data science pour, là aussi, pouvoir identifier ces corrélations sur des gros volumes, des choses qu'on n'aurait pas pu faire manuellement, bien évidemment, pour pouvoir produire des résultats statistiques et alimenter les études. Ce qui veut dire qu'on imagine dans les hôpitaux français, dans les archives, des tonnes de papiers, des tonnes de documents écrits, même annotés à la main, et que très probablement la data science va nous permettre de reconstituer des historiques numérisés et de faire des croisements de données qu'on n'est pas. C'est tout l'avantage de la fameuse NPL. Alors il faut bien évidemment amener à lire et à reconnaître les caractères, peut-être les écritures, mais j'imagine que des ECG annotés pourraient être analysés et récupérer les 20 ou 30 000 ECG annuels qui sont faits dans certains établissements comme à
l'appétit, tout ça pourrait être utilisé pour avoir des bases de CG avec des diagnostics associés. Complètement, ouais. En tout cas, nous, on en est persuadés. Et c'est vrai que pour nous, voilà, qui sommes des data scientists, c'est une vraie mine d'or. Hein, et on se dit, pourquoi ne pas exploiter finalement toutes ces données déjà existantes et les valoriser et ne pas attendre 30 ans pour avoir une nouvelle collecte de données peut-être plus structurée. Et aujourd'hui, de plus en plus, il existe des méthodologies qui permettent justement d'extraire ces informations-là. Il y a des vrais challenges quand même un peu. Bon, la donnée existe, mais les vrais challenges, c'est d'arriver à bien identifier évidemment le patient et de faire des recoupements entre des sources de données qui sont différentes, qui n'identifient pas forcément les patients de la même façon, ou tout simplement de mettre en corrélation des événements. Par exemple, il y a eu une opération, il y a eu un compte-rendu post-opératoire, les dates du compte-rendu ne correspondent pas stricto sensu à la date de l'opération. Il faut que les algorithmes de NLP permettent de faire ce rapprochement et de statistiquement pouvoir rapprocher ces données avec une probabilité qui est suffisante pour l'étude. Donc il y a vraiment un travail intéressant. C'est un vrai travail de fond qu'il faut faire. Et là encore, on a besoin des médecins et des sachants pour pouvoir savoir ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable en termes de statistiques. Et donc, pardon, je suis passé un petit peu vite. Un autre message quand même autour de ce projet, c'est que restructurer une base, c'est très bien, mais il faut pouvoir l'exploiter et la faire exploiter par des gens qui ne sont pas forcément des techniciens, des gens férus de technologie. Donc, le côté application digitale qui va permettre l'accès à ces résultats de cette deuxième étape dont je parlais tout à l'heure, à savoir les corrélations statistiques, est aussi clé si on veut pouvoir réussir un projet. Et donc, on a développé une application digitale qui permet de jouer avec les paramètres, de lancer des corrélations, de lancer des algorithmes, de récupérer des résultats avec la bonne interprétabilité de ces résultats. Et voilà, c'est un autre message, c'est que c'est clé de ne pas négliger la partie présentation des résultats et de ne pas juste se focaliser sur la partie purement data science. Une dernière planche une avant-dernière planche sur les études, parce que je pense que c'est vraiment intéressant aussi de montrer l'intérêt pour la communauté médicale et de parler en des termes non scientifiques, non data scientistes, on va dire. Et donc là, on vous a rassemblé quatre études parmi la petite dizaine qui a été produite grâce à cette solution Oconum, qui sont pour moi assez significatives et qui font vraiment avancer la communauté médicale. Donc je peux tu me complètes, Karl, si tu veux, mais donc la première qui était assez significative, qu'on appelle UPA PAI-1, qui est une étude d'un biomarqueur, UPA PAI-1, et de l'impact du dosage de ces protéines sur le pronostic final du patient, de la patiente en l'occurrence, et donc d'aider le médecin à une décision de chimiothérapie, oui ou non. Et donc le résultat est assez intéressant, puisqu'on a pu quantifier et expliquer l'impact de ces protéines et aider les médecins en recréant un nouvel arbre de décision autour de chimio, pas chimio, ce qui est quand même assez puissant. Peut-être une petite remarque aussi sur cet exemple. Ce qui était intéressant, c'est que on a, à partir des données historiques, nous-mêmes recréé finalement l'arbre de décision des médecins sans qu'ils nous le donnent. Donc on est venu les voir en leur disant voilà, dans tel cas vous avez fait ça, et dans tel cas de figure vous pourriez utiliser UPA PAI-1 comme ça. Et finalement ils ont été assez bluffés de voir que automatiquement grâce à la data on a pu recréer finalement cet arbre de décision là et aller beaucoup plus loin, notamment dans les cas où il n'y avait pas de référentiel national ou régional, et utiliser ce biomarqueur. Et aujourd'hui c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs et qui est un bon exemple de comment finalement la data permet de préciser finalement certains référentiels de traitement. Deuxième étude, j'essaie d'aller vite, une étude sur la corrélation entre le cancer du sein et le diabète, et donc quantifier l'incidence et la mortalité du cancer du sein chez les femmes traitées pour un diabète de type 2, on prend le diabète le plus problématique, et d'analyser les liens complexes entre ces deux maladies fréquentes. Et donc là aussi, les résultats étaient intéressants. On a par exemple identifié finalement des facteurs de risque communs entre ces deux maladies, sur du surpoids, de l'obésité, des erreurs alimentaires notamment, de la sédentarité, et également les facteurs autour de modifications biologiques et l'impact de certains traitements antidiabétiques et anti-hormonaux. Donc aussi une belle avancée dans l'étude de cette corrélation. La troisième étude autour finalement du cancer du sein chez les femmes âgées, et on a donc permis à l'équipe médicale de faire des liens entre les caractéristiques cliniques, histologiques, biologiques de ces femmes âgées atteintes d'un cancer du sein avec le taux de mortalité. Et donc on est arrivé à des conclusions qu'il y a des changements biologiques après 70 ans et qu'il est donc primordial de continuer à dépister. Il y a peut-être une fausse idée reçue qui consiste à dire au bout d'un certain âge c'est plus la peine de dépister. Eh bien non, puisqu'il y a encore
encore beaucoup de choses à faire en prévention pour diminuer le taux de mortalité. Et donc, c'est ce qui a été démontré par cette étude. Et puis, une quatrième étude sur l'impact du dépistage organisé, ADEMAS, l'étude ADEMAS, dépistage organisé du cancer du sein, et donc les conséquences, là aussi, sur le taux de mortalité. On a fait, grâce à ces corrélations statistiques, des comparaisons entre deux groupes, un groupe dépisté, un groupe non dépisté, et on a l'équipe médicale a trouvé une réduction du taux de mortalité entre 18 à 25% pour le groupe dépisté. Donc voilà, alors c'est peut-être là aussi des évidences, mais au moins on a des chiffres, on a des données. La data science permet de confirmer, de confronter un petit peu les... Pour donner un ordre de grandeur, c'est quand même une base de données de 2000 patientes suivies pendant 20 ans. 20 000. Oui, alors dans cette étude, pardon, sur ADEMAS. C'est 2000 patientes, donc deux bras de 1000 patientes issues du dépistage ou non issues du dépistage qui ont été comparées. Et c'est une étude qu'on a pu faire en 2 mois. Alors que si on avait voulu la faire de façon prospective, ça aurait pris des années pour le démontrer. Donc pour nous, c'est une des démonstrations de la valeur finalement de ces données de vie réelle et de comment on peut avoir tout de suite et très rapidement des résultats très finalement statistiquement significatifs. Voilà, donc j'avance, vous aurez les liens vers les publications de ces études, mais ça nous semblait important de montrer vraiment la finalité médicale et de pas juste en rester à la partie pure data science. Donc les résultats de ce projet Onconium, on en a parlé, une dizaine d'études, beaucoup de corrélations, on vient de le voir sur quelques exemples. Ça permet surtout aussi à l'hôpital de donner accès à des données qu'on a restructuré et donc une facilité d'accès aussi pour des tiers partenaires. Et donc, Karl en parlait en introduction, la perspective de nouveaux projets avec des tiers, des laboratoires pharma, d'autres instituts de recherche par exemple, qui pourraient soit compléter avec d'autres données et donc venir dans le pipe de traitement de la data, et soit simplement apporter sa compétence pour poursuivre des études. On a 3 types de nouvelles opportunités. C'est des nouvelles études sur la base des données existantes, évidemment, bon, ça c'est le plus court terme, mais on a aussi des opportunités autour de nouvelles études avec des nouvelles données. Un point important, toutes ces données-là qu'on a dans la base sont identifiées donc avec les patientes et peuvent être corrélées avec des informations qu'on a aussi, qu'on pourrait avoir grâce à des tumeurs, des morceaux de tumeurs qui ont été conservés dans une biotech, et donc ils vont permettre a posteriori de refaire des analyses et de compléter la recherche avec, par exemple, un objectif là, c'est d'identifier des données environnementales autour de la présence de pesticides ou de métaux lourds dans les tumeurs qui ont été conservées. Donc il y a une vraie, je veux dire, on en est qu'au tout début de l'exploitation de ces données, et il y a des vrais potentiels grâce à aussi cette biotech qui existe aux US. Et puis la troisième opportunité, c'est, comme je le disais, une extension de partenariat. Là aussi, la porte est assez grandement ouverte et il y a un potentiel qui est vraiment très important. Voilà sur l'Onconium. Oui. Sur l'oncologie, juste préciser que moi je suis un peu l'activité oncologie et technologie, notamment on commence à voir vraiment fleurir dans les congrès d'oncologie des vraies sessions autour du numérique autour des thérapeutiques, oui, autour de patients. À l'ASCO, il y a un pan digital à l'ASCO, il y a vraiment une partie de l'ASCO qui ne traite que de publications autour du numérique, de l'intelligence artificielle, et aussi maintenant dans les congrès français comme Saint-Paul, tout ça, on commence à avoir des sessions sur les technologies appliquées à l'agenda des oncologues, qu'est-ce que ça change pour eux en matière du diagnostic, de suivi patient, de suivi de la toxicité. Et on voit bien aujourd'hui que, il y a une convergence entre ces sachants médicaux et des sociétés extérieures, des startups, des sociétés comme vous qui viennent apporter leur savoir-faire pour traiter les données et améliorer l'efficacité de leur travail. Très bien. Troisième étude de cas, troisième cas d'usage de l'IA en santé. Alors on est dans un autre domaine là, autour du projet INERV qu'on a fait avec la PHP, et notamment l'hôpital Bicêtre et le Health Data Hub. On est dans le domaine plutôt de l'aide à l'interprétation d'imagerie médicale, et en l'occurrence d'images de scan 3D de biopsie, et pour une pathologie qui est la neuropathie des petites fibres, donc encore un tout autre sujet, tout autre domaine. Et donc ce cas d'usage, ce qui est intéressant de comprendre, c'est la finalité, c'est vraiment l'aide au diagnostic, mais surtout l'accélération du diagnostic. L'objectif était de pouvoir analyser des images. Donc le contexte, c'est qu'il y a 35 000 personnes qui sont aujourd'hui affectées par la neuropathie des petites fibres en France. Pas une maladie forcément très connue, mais il y a quand même un taux de prévalence en France et en Europe qui n'est pas négligeable.
Et la problématique à résoudre, c'est que le diagnostic est complexe, il est long, il y a beaucoup d'heures de temps médical pour analyser chaque dossier. Et là, on s'est dit qu'un peu de data science pour aider à analyser les images permettrait certainement d'accélérer l'identification d'un certain nombre d'éléments dans l'image. Je vais vous montrer quelques diapos plutôt coloré sur ce qu'on manipule à travers ce projet. Donc le point de départ, ce sont des images de scanner. Donc on a une biopsie, on a un scanner 3D, ensuite on fait des tranches 2D de cette image 3D, mais donc qui sont bien sûr liées entre elles sur le troisième axe. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de détecter différents éléments dans l'image. On va détecter par exemple la membrane épidermale. On va aussi surtout détecter les fibres nerveuses, et dans les fibres nerveuses, on va essayer de détecter celles qui croisent la membrane et qui donc sont dites traversantes, puisque c'est ça qu'on recherche dans cette pathologie. Et donc l'objectif de l'IA là-dedans, c'est d'arriver à identifier, mais aussi à classifier, et derrière, in fine, à mesurer la densité des petites fibres traversantes dans la membrane. Pour donner un ordre de grandeur, hein, les médecins avec qui on travaille, c'est entre 2 heures et 4 heures d'analyse et de comptage manuel de ces petites fibres traversantes. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui est très scalable, en tout cas qu'on peut pas trop répliquer. Et l'idée de ce projet, c'est vraiment de leur permettre de le faire en moins de 5 minutes et de pouvoir justement rendre ce diagnostic, qui aujourd'hui à l'état de recherche, quelque chose du soin courant finalement, et de le généraliser. Voilà, et tout l'enjeu d'un point de vue purement technologique, data science, c'est d'arriver à avoir une bonne interprétation de ces images. Il y a un certain nombre d'éléments dans l'image, certains qui sont dignes d'intérêt, d'autres non, qui viennent plutôt perturber l'image. Et l'IA là-dedans doit permettre de faire le tri. Donc je vais pas détailler le pipeline de traitement data, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on part de très très grosses images qui ont des gros volumes en gigaoctets, plusieurs gigaoctets, qu'on ne peut pas appliquer des algorithmes de data science directement sur ces images, elles sont trop volumineuses. Donc il y a un certain pipeline de traitement pour pouvoir découper l'image, se focaliser ensuite sur les régions ROI. Alors c'est les régions dignes d'intérêt, hein, les régions of interest, c'est rien à voir avec le ROI financier d'un projet, mais qui vont donc permettre de spotter comme ça les régions où il y a des fibres ou des membranes. Derrière, il y a un exercice de labellisation, et donc là on a besoin effectivement des médecins pour pouvoir labelliser les images et pour pouvoir nous aider à entraîner les modèles. Donc il y a un temps d'entraînement et un temps de mise au point qui est quand même certain, ça se fait pas en quelques jours. Et puis derrière, donc il y a le modèle neuronal qui permet, une fois entraîné, de travailler des nouvelles images et d'identifier et de mesurer la densité des petites fibres pour aider le médecin à scorer finalement le taux de développement de la maladie. Quelques enjeux là qu'on a remontés aussi de notre retour d'expérience. Il y a évidemment un enjeu clé d'anonymisation des données. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas vraiment de guideline très clair sur comment on doit anonymiser des images pour éviter à terme de pouvoir remonter à la patiente et au dossier au patient, au dossier patient. Donc on a proposé nous une méthode pour anonymiser les données, les métadonnées, et puis pouvoir faire pivoter les images dans une rotation des images un petit peu randomisée, de manière à vraiment les anonymiser et qu'on ne puisse pas, avec les résultats, remonter au dossier initial. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec les médecins, puisque pas de guideline là-dessus. Un second enjeu, sur la complexité technique d'analyse, j'en ai un petit peu parlé, procéder par étapes. On parle d'images qui initialement font 10 milliards de pixels, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, à manipuler, c'est des gros calculateurs, et on arrive derrière à identifier des vignettes par étapes comme ça pour pouvoir faire tourner l'algorithme d'IA sur beaucoup plus petite image d'1 million de pixels. Et derrière, une fois qu'on a ça, on entraîne le modèle, on rentre des images labellisées dans le modèle, et derrière, ça nous permet d'avoir des résultats avec une image où on a l'identification des membranes, des fibres traversantes et la densité de ces fibres traversantes. Et j'essaye d'accélérer, des résultats aussi intéressants sur les temps d'entraînement des modèles, puisque cette phase de mise au point, encore une fois, nous, on voit le résultat, mais toute la phase de mise au point est quand même clé à comprendre. C'est beaucoup de temps à passer. Il y a des temps d'entraînement là que vous voyez ici sur les différentes étapes. Là, on a des temps d'entraînement de 6 heures par étape. D'ailleurs, au passage, un point important de ce projet, c'est que les données continuent
Enfin, on continue à avoir des nouvelles données avec des nouvelles images, et donc un point important, c'est qu'il faut continuer régulièrement à entraîner les modèles, voir plus de cas de figure, avoir une plus grande diversité, une plus grande représentativité aussi de ces images, si on veut in fine pouvoir vraiment avoir quelque chose de complètement validé. Ouais, voilà. Spécifique, ouais. Donc important de continuer à entraîner les modèles régulièrement. On a aujourd'hui un taux de précision de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 20% de faux positifs, de cas où on pense avoir détecté une fibre traversante, c'est pas le cas. Et on a un taux de recall de 77%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 23% de faux négatifs, où on n'a pas identifié des fibres traversantes alors qu'on aurait pu le faire. Bon. Et donc la question pourrait être de est-ce que c'est bien, pas bien? C'est des chiffres qu'on fait progresser au fur et à mesure, mois après mois, avec justement l'entraînement, le réentraînement et l'ajout de nouvelles images. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend de la finalité du projet. Là, le projet, c'est d'identifier une densité. C'est pas d'identifier à coup sûr 100% des fibres traversantes. Et donc finalement, ces taux qui peuvent paraître moyens pour d'autres projets sont largement suffisants pour notre besoin et pour la finalité de la communauté médicale. Et enfin aussi de tout le gain de temps que ça permet, l'énergie, bien évidemment, tout ce temps qui finalement permet au médecin de passer plus de temps avec son patient. Voilà. Exactement. Enfin, j'imagine que dans toutes ces études en fait où on compare l'homme et la décision, d'ailleurs il reste maître de la décision, le médecin même quand il y a l'IA, mais quand même on voit de plus en plus d'études, ce qu'on appelle un peu des études de non-infériorité, où une machine peut faire un certain nombre de tâches faites par des médecins et de comparer à ce que fait le médecin ou les médecins seuls, et de regarder si enfin les machines arrivent à reproduire ou voir avec plus de spécificité. On l'a vu, on a des exemples aujourd'hui dans l'anapathe, où il y a un embouteillage dans les anapathes où finalement des établissements hospitaliers aujourd'hui ont délégué aux machines deep learning la capacité à traiter de grandes quantités avec des délais donc d'obtention des résultats pratiquement immédiats. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des attentes où on envoie l'échantillon, on attend une semaine ou deux, et ça peut être critique pour le patient. Tout à fait. Effectivement, là, vu le temps que ça prenait, avant c'était parfois jusqu'à 6 mois pour avoir le résultat, alors que là, en réalité, l'algorithme ne remplace pas le médecin, c'est toujours le médecin qui va avoir la validation finale et qui va confirmer les résultats de l'algorithme ou les infirmer si jamais il y a des erreurs. Mais on est sur un résultat quasiment instantané et du coup un gain de temps phénoménal pour le patient. Et donc nous, on est convaincus que c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément de valeur aux patients. Dans certains cas, alors j'anticipe un peu sur la planche suivante, mais dans certains cas, on gagne un facteur 10 en termes de temps. C'est juste super bénéfique pour les médecins. Les principaux challenges du projet, pareil, on va essayer de respecter le temps, je ne vais pas trop détailler, mais des challenges de ressources, mais finalement, j'ai envie de dire comme dans quasiment tous les projets d'IA en santé, parce qu'il nous faut du temps de médecin pour labelliser les images, parce qu'il nous faut différents types de compétences médicales. Un challenge autour de la variabilité de la labellisation, ça aussi, on peut se poser la question, si on a deux médecins qui annotent les mêmes images, est-ce qu'ils vont produire le même résultat? Bon, la médecine n'est pas une science complètement exacte, sinon ça se saurait. Donc, il faut aussi travailler sur cette variabilité de la labellisation. Donc, on a pris là, par exemple, 10 annotateurs différents. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on a pris... C'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Mais alors, on a appris à le faire aussi. Pour information, on a pris des annotateurs médecins et des annotateurs non médecins pour justement aussi comparer les résultats. Et finalement, on arrivait à des très bons résultats, ce qui a permis aussi de valider les modèles. Un troisième challenge autour de l'accès à la data et de toute la partie RGPD, j'en ai parlé. Il y a besoin de directives claires sur l'anonymisation de l'imagerie médicale. C'est plus clair dans d'autres domaines, mais dans le domaine de l'imagerie médicale, il y a encore un peu des travaux à faire. Et puis, on a besoin aussi de s'assurer que l'accès à la donnée et la propriété de la donnée soit clairement contractualisé. Bon, c'est le cas aussi de tous les projets. Et puis un dernier challenge technologique, j'en ai parlé, comment manipuler des gros volumes de données. Et donc il y a une part du projet qui consiste vraiment à segmenter le problème, à segmenter la solution technologique pour faire les bonnes étapes pour faire tourner les algorithmes sur le bon niveau d'information. Voilà, les opportunités, donc j'ai dit un résultat, un facteur 10 en temps gagné, on va dire de 3 heures à 10 minutes, un taux de précision qui est largement suffisant. Les opportunités, c'est de continuer à aller plus loin et puis de pouvoir utiliser finalement cet outil comme un outil d'aide à la recherche clinique.
et pas seulement un outil d'aide au diagnostic. Ça, c'est vraiment important à comprendre. On a des belles opportunités aussi d'aider la recherche clinique à aller plus vite avec ce genre d'outils. Peut-être pour préciser, c'est aussi un axe intéressant, c'est que finalement, comme on est capable maintenant de mesurer cette densification en fibres, on est capable aussi de mesurer l'effet de certains traitements. Et donc aujourd'hui, il y a différents pharma qui nous contactent pour utiliser cette technologie-là dans le cadre d'essais cliniques. Comme un indicateur clinique. Exactement, l'utiliser comme un biomarqueur. Et donc c'est pas seulement un outil d'aide au diagnostic, mais c'est aussi potentiellement un biomarqueur pour des études cliniques. Et c'est le genre de sujets qui vont apparaître de plus en plus. Allez, on termine avec quelques conclusions. Donc, autour des principaux challenges ou freins à la mise en œuvre de projets d'IA en santé, on voit donc assez souvent les mêmes. Il y a comment identifier les bonnes données et s'assurer de leur qualité et de leur complétude. Souvent, on découvre un petit peu après coup finalement que les données dont on dispose ne sont pas complètes et des fois nous empêchent de faire tourner les algorithmes. Donc il y a différentes méthodes. Évidemment, le plus simple, c'est de croiser avec d'autres sources de données et de faire des appariements. Il y a un deuxième challenge sur l'accès à ces données et puis surtout pour accélérer les cycles de mise à disposition des données. On sait que c'est pas toujours très simple. Il y a des aspects juridiques, bien évidemment, de propriété intellectuelle, qui militent de toute façon, et c'est systématiquement le cas, pour la création d'écosystèmes de partenaires avec des gens qui ont la donnée, typiquement des établissements de santé, des gens qui ont la compétence data science, comme Quantmetry, et puis des gens qui vont aussi apporter une compétence autour de la recherche et de l'interprétation médicale. Voilà, donc écosystème de partenaires. Un quatrième challenge qui est sur la techno. On a différentes technos à notre disposition en intelligence artificielle. Si on ne veut pas se perdre dans le projet, il faut pouvoir rapidement identifier les bonnes méthodes statistiques, les bonnes méthodes de computer vision, les bonnes méthodes d'analyse sémantique, et de pouvoir tester, entraîner et corriger quand il faut corriger les modèles. Et puis un dernier challenge qui est finalement d'exploiter ces résultats. Encore une fois, on parle souvent de l'interprétabilité, on parle de plus en plus souvent d'interprétabilité en IA. Il faut aussi donner les outils pour interpréter ces résultats. Voilà. Et en termes de key takeaways, un peu pour ouvrir et pour donner aussi une note un peu d'espoir sur les prochains projets, c'est qu'il y a un potentiel qui est immense autour des données, qui est aujourd'hui encore largement sous-exploité. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Des données qui peuvent être de temps en temps couplées à des biotech, c'est le cas d'Onconium avec les US. Donc là aussi un potentiel complémentaire d'analyse clinique et médicale postérieure. Des perspectives intéressantes autour du croisement de données. Le cas de l'appel à projet de l'INCA et du projet que Amgen va poursuivre en phase 2 est très intéressant, croiser des registres avec d'autres bases, des cohortes que possèdent les hôpitaux. Ça va nous permettre d'enrichir les données. Et puis, donc la création de cet écosystème qui, pour moi, est complètement nécessaire pour pouvoir mettre en place les projets. Et dernière conclusion, il faut un projet, ça se poursuit, ça s'alimente. Encore une fois, les données initiales sont ce qu'elles sont. Il faut continuer à enrichir les données, la base avec des nouvelles données et pouvoir réentraîner, poursuivre les travaux. Un projet ne s'arrête pas au bout des 6 ou 12 mois d'expérimentation. Et c'est quelque chose chez Quantmetry où on est très attentif à l'industrialisation et l'évolution des modèles pour toujours les améliorer. Merci. Voilà. Peut-être une dernière slide pour éventuellement donner vos contacts si vous voulez en savoir plus. Et donc vous avez juste à flashouiller les QR codes. Vous connaissez ça pour avoir les adresses et téléphones portables de ces messieurs. Merci à vous deux, merci à Quantmetry et surtout merci d'avoir. On parle beaucoup d'IA depuis des années. Il y a un hype sur l'IA en santé, une espèce de fantasme. Je trouve que c'est bien aussi de montrer des cas potentiels, des réalités, des avancées, même s'il reste plein de challenges, même s'il y a encore plein de réglages, mais c'est exponentiel, ça va de plus en plus vite. Et c'est aussi un moyen de faire connaître à notre audience et au laboratoire la possibilité d'avoir des partenariats concrets autour de données virales pour traiter ces données et leur donner plus de valeur, plus de puissance vis-à-vis des autorités. Il faudrait que les autorités aussi acceptent que ces traitements soient... Ça avance. Voilà. En tout cas, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter notre site et notre stand virtuel tout au long de la journée. Merci beaucoup, très bonne journée. Et puis donc, on a une pause là de quelques minutes. On reprend dans à peu près 15-20 minutes avec Stéphanie Alassonnière qui va un peu poursuivre cette idée du médecin geek ou du data scientist qui devient médecin. Et on aura le témoignage de Stéphanie qui est donc professeure à Polytechnique d'ailleurs et qui connaît bien ces sujets d'intelligence artificielle et en santé. Et je donne rendez-vous donc à cette keynote donc à tout le monde d'ici un quart d'heure, 20 petites minutes. Bon appétit rapide en tout cas. Merci beaucoup. Merci Franck.